Donc, bonjour à tous, je viens de démarrer ce webinaire. On va attendre un petit peu, je vois qu'il y a 32 personnes de connectées, on en a eu plus de 100 inscrits, je pense qu'on va peut-être se donner 2-3 minutes le temps de laisser arriver tout le monde. Donc, comme habituellement, hein, le webinaire est enregistré, les diaporamas seront à votre disposition en fin de réunion sur le site du CEPIAS ainsi que l'enregistrement. Il y avait déjà l'enregistrement du premier webinaire que l'on avait réalisé le X juillet, je ne sais plus. Je ne sais plus combien c'était, mais pas fin juillet, là, on avait organisé un premier webinaire. C'est donc le même contenu pour ceux qui auraient déjà assisté, à moins que vous voyez une piqûre de rappel avec quand même des mises à jour sur l'épidémiologie, mais sinon c'est le même webinaire que celui qu'on avait animé en juillet, et donc tout sera à votre disposition. C'est un webinaire qui est co-animé à la fois par la CVAGS, qui est représentée là par responsable Madame Cotte, Madame Aline Cotte, et puis Madame Villès, qui assurera la présentation de ce webinaire. Pour Santé publique France, c'est Amandine Cochet qui est avec nous. Et puis, nous aurons aussi pour Santé et Environnement au niveau de l'ARS Occitanie, Madame Isabelle Estelle-Monchion qui nous rejoindra puisque l'actualité arbovirose est nationale et elle avait une réunion de 14h à 15h, donc elle nous rejoint dès qu'elle peut. On va du coup un petit peu intervertir nos présentations. Donc là, on est à 38 personnes. Je vais peut-être partager l'écran pour partager notre webinaire. Donc, partager le contenu. Donc, on commencera par l'intervention d'Amandine Cochet sur la surveillance des arboviroses et le point de situation en Occitanie, avec les dernières données, bien sûr, de l'été. Une intervention donc de Madame Villès sur les modalités de signalement et les investigations autour d'un cas avec l'implication donc de la cellule de veille et d'alerte sanitaire qui est très mobilisée sur ces sujets-là et elle a été pendant tout l'été. Ensuite, donc, on inversera peut-être donc tout le volet traité par Madame Essabouchian sur du pôle santé-environnement et ingénieur à l'ARS sur la lutte antivectorielle et l'atlas des gîtes de l'établissement de santé sera peut-être fait après la présentation des outils à disposition pour lutter contre la transmission des arboviroses en établissement de santé. C'est une intervention que je ferai pour le CEPIAS. Voilà. Et donc, vous pouvez poser vos questions sur l'espace de discussion, enfin d'échange. Et puis, on pourra y répondre soit au fil si c'est vraiment spécifique à une intervention, juste après l'intervention, sinon en fin de webinaire, ou peut-être après les trois, en attendant que Isabelle Lestel-Moussion puisse nous rejoindre, on pourra peut-être faire une petite question-réponse à ce moment-là, ça fera arriver ou ça permettra à Lestel-Moussion de nous rejoindre. Hein, voilà. Donc, là, on en est. Hop, je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Voilà, on a 41 personnes présentes. De toute façon, on va commencer parce que sinon, on prendra du retard. Et bien sûr, chaque entité peut compléter la présentation que j'ai pu en faire. Amandine, du coup, on te laisse la parole et on te laisse partager ta présentation. Oui, bonjour à toutes et tous. Hop. Alors, est-ce que ça partage? Oui, c'est parfait. C'est bon, ça partage. Ok, merci. Donc, moi, je vais vous parler de la surveillance des arboviroses en France hexagonale et plus particulièrement du chikungunya, de la dengue et du Zika. Donc, pourquoi ces trois pathologies? Parce qu'en fait, hop, est-ce que ça passe? Ah, ça ne bascule pas les diapos. Si, c'est bon.
Donc, ces 3 pathologies, parce qu'en fait, on a le moustique tigre Aedes albopictus qui est présent sur le territoire français. C'est un moustique qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qui a des très, très bonnes capacités d'adaptation, en particulier en milieu urbain et en zone tempérée. On l'a détecté pour la première fois en France en 2004, c'était dans les Alpes-Maritimes, et il a ensuite connu une extension très rapide puisqu'il est aujourd'hui présent dans plus de 80 départements en France hexagonale. Donc, sa présence sur le territoire constitue un enjeu de santé publique, d'abord parce qu'il est source de fortes nuisances, mais surtout parce qu'il est le vecteur potentiel de la dengue, du chikungunya et du Zika. Donc, les personnes infectées par ces virus vont pouvoir présenter des formes inapparentes ou symptomatiques. Sinon, la clinique classique qu'on appelle dengue-like, ça va être de la fièvre, des arthralgies, myalgies, éruptions cutanées avec des spécificités selon les virus. Et on peut aussi avoir des formes graves avec des complications hémorragiques pour la dengue, articulaires pour le chikungunya, où certaines personnes vont avoir des douleurs persistantes, invalidantes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut aussi avoir des complications neurologiques et congénitales pour le Zika, avec en particulier des syndromes de Guillain-Barré ou des microcéphalies pour les nourrissons dont les mères ont été infectées pendant la grossesse. L'immunité est durable, c'est-à-dire qu'on va attraper une seule fois le chikungunya ou le Zika. Pour la dengue, c'est un peu différent parce qu'il y a 4 sérotypes différents. Donc, si on attrape une fois la dengue, on est ensuite susceptible d'attraper l'un des 3 autres sérotypes et on a même un risque accru de forme sévère en cas de réinfection. Hop, voilà. Donc, j'étais trop vite. On a un dispositif de surveillance unique pour les 3 pathologies parce que la clinique est globalement assez proche, également parce que les zones de circulation à l'échelle mondiale sont globalement similaires, hein, c'est grosso modo la zone intertropicale. Et puis, le mode de transmission est le même. Donc, à chaque fois, c'est par l'intermédiaire de moustiques vecteurs du genre Aedes, donc Aedes albopictus en métropole. Et donc, ces moustiques sur le territoire français ne sont pas naturellement porteurs de virus, mais s'ils piquent un voyageur qui est infecté à son retour de voyage, ils vont ensuite pouvoir transmettre les virus dans l'entourage. Donc là, on a représenté le cycle de transmission. Donc, à gauche, on a représenté une personne virémique, donc par exemple un voyageur qui va être porteur du virus pendant environ une semaine. Et bien, s'il se fait piquer pendant cette période, il va infecter le moustique qui va ensuite être en capacité de le transmettre dans le voisinage au moment d'un autre repas sanguin. Chikungunya, dengue et Zika sont des maladies qu'on surveille, qui sont à déclaration obligatoire. Donc ça, c'est toute l'année en France. Et pendant la période d'activité du moustique tigre, donc de mai à novembre, on a une surveillance qui est renforcée et qui est à visée d'action. Donc, en début de saison, il va y avoir des campagnes de sensibilisation à destination des professionnels de santé pour qu'ils pensent bien au diagnostic et à déclarer les cas dont ils ont connaissance. On a aussi un filet de sécurité puisqu'on récupère à Santé publique France les résultats des laboratoires d'analyse privés. Donc ça nous permet d'identifier des cas qui n'auraient pas été signalés. Et pour chacun des cas investigués, il va y avoir chacun des cas identifiés, pardon, il va y avoir une investigation par l'ARS pour mettre en place des mesures de lutte antivectorielle et de démoustication autour de ces cas. Donc, quand on identifie un cas importé, il va y avoir des mesures de démoustication dans les lieux fréquentés pendant la virémie. Donc là, c'est pour éviter qu'il y ait des moustiques qui s'infectent et qui aillent ensuite contaminer d'autres personnes dans le voisinage, donc pour réduire le risque de transmission locale. Et si on identifie un cas autochtone, donc une personne qui n'a pas voyagé, qui s'est contaminée sur le territoire français, les mesures de lutte antivectorielle sont renforcées, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 traitements de démoustication au lieu d'un et dans un périmètre élargi. Il y a également une sécurisation des produits issus du corps humain, donc des dons du sang et des greffes. Et puis, on réalise une recherche active de cas
en interrogeant les professionnels de santé, et on est aussi amené à faire des enquêtes en porte-à-porte dans le voisinage. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bien déterminer la zone de transmission, la zone de circulation, et de mettre en place des mesures de démoustication pour couper les chaînes de transmission et éviter qu'il y ait une épidémie. Donc, j'en viens aux données de surveillance. En fait, ce qu'on remarque, c'est que chaque année, le nombre et la provenance des cas importés en France sont très corrélés à la situation épidémiologique internationale et en particulier à ce qui se passe dans les territoires ultramarins français. Donc là, par exemple, sur la période 2023-2024, il y avait une importante épidémie de dengue dans toute la zone Amérique et en particulier aux Antilles. Et on avait donc eu un nombre très important de cas de dengue importés des Antilles. Et sur la saison 2025, la situation est complètement différente. La dengue circule moins dans la zone Amérique. On a eu moins de cas importés. Par contre, vous savez qu'il y a eu cette épidémie de chikungunya à La Réunion et dans l'océan Indien. Et on a eu là, par contre, un nombre très élevé de cas de chikungunya importés de La Réunion. Ici, vous avez en fait de représenter tous les épisodes de transmission autochtone d'arbovirose en France hexagonale. Donc, on avait identifié les premiers cas autochtones d'arbovirose en 2010, c'était en région PACA. En Occitanie, c'était en 2014 avec 12 cas de chikungunya. Et puis, vous voyez, sur les dernières années, là, 2022-2024, on a eu quand même une multiplication des épisodes de transmission de dengue essentiellement. Et on a eu au total une petite cinquantaine d'épisodes de transmission de dengue pour un total de 240 cas. Et on avait eu beaucoup moins d'épisodes de transmission de chikungunya et de Zika, et sachant que chikungunya et Zika circulent globalement beaucoup moins à l'échelle mondiale que la dengue, hormis cette année dans l'océan Indien. Donc ici, on est toujours sur la période 2010-2024 et vous avez en parallèle à gauche un peu l'évolution dans le temps et dans l'espace de la colonisation du territoire par moustique tigre. Et puis à droite, la survenue des épisodes de transmission autochtone. Et vous voyez que ça suit la même dynamique. Donc c'est arrivé en PACA par le sud-est. Et puis petit à petit, ça gagne plus à l'ouest, en Occitanie et plus au nord, avec y compris des épisodes de transmission en Île-de-France. Et là, c'est juste pour la saison 2025. On est vraiment sur une année assez inhabituelle, puisque, en lien avec l'épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion, on a eu un nombre élevé de cas importés de chikungunya et on a un nombre très élevé d'épisodes de transmission autochtone de chikungunya. Déjà 34 épisodes décrits, plus de 300 cas autochtones. Et vous voyez que ça concerne majoritairement la région PACA, également la région Occitanie qui est bien concernée, mais on a aussi des cas en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris dans le Grand Est. Et vous voyez là sur le graphe, avant on voyait bien le pic des années 2022-2024, mais là c'est complètement écrasé par le pic de cette année, où on est à plus de 300 cas de chikungunya. Voilà, là je rentrerai pas dans les détails, mais vous avez le nombre de cas importés autochtones pour les différents départements de la région. Vous aurez les diapositives si vous voulez les consulter en détail. Et voilà, et je voulais juste terminer en rappelant que désormais, la transmission locale d'arbovirose, c'est une situation qui est attendue chaque année et c'est une menace qui est croissante. Il y a un an, il y a un groupe d'experts de l'ANSES qui avait conclu que le risque d'épidémie d'arbovirose avait une probabilité assez élevée de survenir dans les 5 années. Et là, quand il parlait d'épidémie, c'était sur une situation qui n'est plus contrôlée, avec vraiment une multiplication des foyers pour lesquels on n'arrive plus à reconstituer toutes les chaînes de transmission. On voit que déjà cette année, avec le chikungunya, on n'en est pas très loin, en particulier dans la zone PACA. Notre système de surveillance français est sensible pour détecter les cas. Par contre, ça représente clairement une charge importante, en particulier pour les ARS et pour les opérateurs de démoustication. Et avec la multiplication des épisodes, il y a un risque de saturation des moyens de prévention et de contrôle et on est amené à adapter le dispositif. Et aujourd'hui, il y a des discussions pour voir comment prioriser des actions de lutte antivectorielle ou d'enquête en porte-à-porte, parce qu'il y a un problème de ressources par rapport à la multiplication des épisodes.
Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je voulais juste mentionner qu'on publie chaque semaine un bulletin de surveillance régionale sur les arboviroses qui fait un peu le point sur la situation. Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez écrire à cette adresse. Et puis, vous avez aussi des liens là si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la thématique. Merci. Merci beaucoup, Amandine, hein. Tu as été particulièrement performante, hein. Tu as mis 10 minutes quand on en avait 15, donc c'est super. Pour l'instant, je vous ai mis avec une petite erreur d'orthographe la possibilité d'écrire dans le chat si vous avez des questions. Je pense que sur l'épidémiologie, pour l'instant, nous n'en avons pas. En tout cas, n'hésitez pas à en poser ensuite. Et donc, on va pouvoir donner la parole à Madame Villès pour sa présentation sur le signalement et la conduite à tenir autour de l'ERCA. Merci. Bonjour, est-ce que le partage fonctionne? Oui, est-ce que vous pouvez peut-être juste enlever il y a le grand bandeau là sur coller, dessin, enfin voilà, refermer le bandeau, comme ça on aura la diapo en plus grand. Oui, là, en tout cas là, je pense que ça doit fermer. Chez la barre outil. Voilà, super. Merci. Je vous en prie. Bon, je suis Karine Villès, moi je suis l'infirmière référente des arboviroses sur la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire de l'ARS Occitanie. Et je vais vous parler, je vais essayer de faire 10 minutes, comme Amandine, des modalités de signalement à l'ARS et des investigations que l'on réalise autour des cas, de chaque cas de dengue, de chikungunya ou de Zika, qu'ils soient importés d'un voyage ou autochtones. Vous avez 15 minutes quand même, hein, on ne va pas non plus. Il n'y a pas de problème. À la CVAGS, nous gérons 38 maladies à déclaration obligatoire. Pour plus de 95% à peu près d'entre elles, ce sont des maladies infectieuses qui nécessitent une intervention urgente, locale, nationale ou internationale. 3 de ces maladies sont des arboviroses, donc le Chick, la dengue et le Zika. Et je reviendrai tout à l'heure sur les validations du diagnostic biologique. Les professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers, doivent signaler sans délai au point focal régional de l'ARS ces maladies. Le point focal fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et les signalements se font par mail, par fax ou par téléphone, et également avec une messagerie sécurisée pour les données de santé. On utilise Blue Files ou Medimail. Pour les arboviroses, la déclaration se fait par une déclaration obligatoire, surtout la période hors période de surveillance renforcée. On a également mis en place une fiche de signalement qui est plus détaillée pendant la période de surveillance renforcée. Donc, je le rappelle, mais Amandine l'a dit, du 1er mai au 30 novembre. Cette fiche, elle permet un gain de temps enfin, pour les investigations qui vont suivre, puisqu'elle lève l'anonymat. Les professionnels de santé donc, sont informés par des messages d'alerte et des DGS urgents de l'ouverture de la surveillance renforcée. Il y a des communiqués qui sont importants juste avant cette période. Alors, on va parler des investigations et du travail autour des cas chikungunya, dengue ou Zika. Et ça va permettre de mettre en place le plus rapidement possible la lutte antivectorielle à travers les opérateurs de démoustication qui sont gérés par l'ARS côté environnemental. Ça permet également d'identifier d'autres cas ou des personnes à risque et de prévenir des contaminations secondaires en proposant à chaque patient des protections individuelles. Ces investigations ou enquêtes sont réalisées par les infirmières de la CVAGS en lien avec le médecin. Nous appelons systématiquement le déclarant afin de vérifier la pertinence des tests biologiques, à savoir une PCR sanguine qui sera prélevée entre J0 et J7 du début des signes,
Une sérologie, les sérologies doivent être prélevées entre J5 et plus du début des signes, et les PCR urinaires sont réservés pour le Zika essentiellement. Je vais distinguer les investigations autour des cas importés et autochtones. Pour les cas importés, c'est-à-dire que le patient a voyagé dans les 15 jours précédant le début des signes, nous réalisons de manière systématique un entretien téléphonique avec chaque cas malade ou sa famille si le patient est vraiment malade et hospitalisé. Nous identifions le voyage, si c'est une zone de circulation connue du virus, et la date du retour en métropole. Nous évaluons la clinique qui est typique sur chaque maladie, et ainsi que les débuts des signes cliniques. Cela nous permet d'identifier cette fameuse période de virémie, c'est-à-dire la période où le patient est porteur du virus actif, 2 jours avant le début des signes, jusqu'à 7 jours après le début des signes cliniques. Sur cette période, nous allons donc identifier les lieux où le patient a pu se faire piquer par des moustiques tigres. Nous évaluons le degré du risque et on informe les équipes de santé environnement et les opérateurs de diagnostication pour que ces derniers réalisent une enquête entomologique, plus ou moins un traitement chimique de lutte antibactérienne. Ces traitements sont à faire le plus rapidement possible, à savoir qu'on a quand même jusqu'à 45 jours après le début des signes, mais en règle générale, voilà, c'est plutôt rapide quand tout fonctionne bien. Pour les cas autochtones, c'est-à-dire que le patient là n'a pas du tout voyagé, nous rajoutons les lieux fréquentés 15 jours avant le début des signes, en plus des lieux fréquentés pendant la période de virémie du malade. Ce sont des possibles lieux de contamination. Nous demandons aussi une confirmation biologique auprès du Centre national de référence. Là, on est en lien avec les différents acteurs de l'ARS, à savoir SPF, et les délégations départementales qui sont concernées, et souvent la direction de la santé publique avec le côté santé environnementale. Si le cas est confirmé, une prospection entomologique a lieu et le traitement LAV est déclenché sur les lieux fréquentés par le patient, sur les 2 périodes, virémie et exposition. Comme vous l'a dit Amandine tout à l'heure, dès qu'il s'agit de cas autochtones, il y a 2 traitements qui sont mis en place. On informe également les professionnels de santé de secteur afin qu'il n'y ait pas d'errance au diagnostic. Il y a une communication aussi qui est faite au grand public. En plus de la recherche dans nos bases de données, il y a des porte-à-porte qui sont réalisés. Là, c'est vraiment un travail de collaboration, SPF, ARS. C'est réalisé dans un rayon de 300 mètres autour du cas pour identifier le cas index importé. Et la fin de l'alerte, elle est définie pour la fin de la surveillance 45 jours après le dernier cas. L'objectif de ce webinaire est bien de réaliser des actions concertées avec les établissements de santé via le CEPIAS, les OH, EMH, la médecine du travail et les référents LAV dans les établissements de santé. Donc là, je pense que c'est Madame Morlan-Salès qui en parlera tout à l'heure, mais voilà, on peut échanger sur la manière de mettre en place des mesures de protection des malades sur les périodes de virémie, s'il y a des hospitalisations comme les moustiquaires, les répulsifs, les traitements LAV aussi environnementaux. Et là, c'est Isabelle Estelle-Moussion qui prendra le relais à la fin de ce webinaire pour en parler. Voilà pour ma partie, j'ai essayé d'être concise. Pour les professionnels de santé, pensez à déclarer à l'ARS. Nous avons placé quelques liens utiles voilà, à la fin de notre PowerPoint, et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Donc là encore,
un timing encore, même 14 minutes, pardon, 9 minutes et pas 15. Donc, vous avez Pardon, on m'avait dit été 10, alors j'ai essayé d'être d'accord. efficace. Très bien, très bien. Mais c'est parfait. Euh, on n'a toujours pas de questions. Donc, a priori, vos caméras, pardon, vos caméras sont éteintes, c'est sûr. Vos micros sont éteints aussi. Donc, si vous voulez poser des questions, il ne faut pas hésiter à utiliser le chat. Éventuellement, lever la main. Je pense que si si vous voulez avoir le micro, je pense que je dois pouvoir vous ouvrir le micro. Donc, je pense que Isabelle Establishon n'est pas encore avec nous parce qu'on est allé encore plus. Ah, bonjour. Oui, non, bonjour, ça va, je vais regarder s'il y avait une question. Peut-être qu'elle va suivre. Isabelle, tu n'es pas là? Alors, vous pouvez arrêter le partage d'écran parce que comme ça, on va pouvoir partager le lien. Voilà, nous avons donc déjà passé la moitié de nos présentations. On est tout à fait dans les horaires, pas de souci. Donc, si Isabelle n'est pas là, je vais prendre la parole en suivant. Donc, je ne suis pas Madame Morland-Salès, je suis Cécile Mourlan et je suis pharmacien hygiéniste et responsable du CPIAS Occitanie. Je suis désolée, j'ai bugué. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous devez plus la connaître que moi. Il y a pas de, il y a aucun problème. Je voulais juste. C'est vrai qu'on a des noms qui sont assez proches. Je voulais juste rectifier. Ah, on a une main levée. Docteur Valentine. Donc, du coup, ça veut dire que, hop là, j'ai fait un partage d'écran. Je mets mon diapo. Mais si vous voulez bien, on va peut-être prendre votre question après, docteur Valentine. Comme j'ai déjà fait le partage d'écran, je vous donnerai la parole. Après, vous pouvez laisser votre main levée, hein, éventuellement, il n'y a pas de souci pour que je pense à vous donner la parole. Ah ben, décidément, maintenant, c'est moi qui ne marche pas. Je ne vais pas avoir partagé le bon écran. Si, tout va bien. Bon, voilà. Donc, effectivement, le but de ce webinaire, puisque vous êtes exercé en établissement de santé, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte qu'effectivement, ces foyers autochtones qu'on voit se développer sur les arboviroses ne se passent pas dans nos structures de soins. Et donc, il y a déjà plusieurs années, puisque c'était la première version de notre guide, remonte, je crois, en 2017, on le verra sur la développée, je pense. Voilà, on s'était engagé, le CPIAS et l'ARS Occitanie, pour travailler des supports pour aider les établissements à mettre en place cette prévention et maîtrise des maladies vectorielles en établissement sanitaire. Donc, le voilà, vous voyez, la première version, c'était 2016. Donc, il est accessible en ligne. C'est un guide qui vous permet, il a deux parties, avec une première partie qui est vraiment sur la lutte antivectorielle pour limiter les nuisances et la présence de moustiques dans vos établissements, et une deuxième partie qui concerne plutôt la protection lors de la prise en charge d'un patient virémique pour éviter effectivement qu'il y ait transmission de la maladie, de l'arbovirus. Voilà. Donc, la première partie, la lutte antivectorielle, il y a d'abord définir un programme de surveillance et de diagnostic au niveau des sites, le plan de protection des usagers et des personnels, et puis l'information qui doit être faite tant pour les professionnels que pour les visiteurs. Et la deuxième partie, donc, on va passer un peu plus vite sur la prise en charge d'un patient suspect, puisque la chaîne de transmission, on l'a déjà bien vu, avec Amandine ainsi qu'avec Amandine Yes, la confirmation du diagnostic et le signalement à l'ARS, on vient d'en parler. Donc, on sera plus sur la partie protection du patient. Donc, sur la lutte antivectorielle au sein des établissements de santé, ça fait de nombreuses années, donc il y a eu je pense que c'était arrêté et instructions demandant aux établissements de s'organiser pour notamment nommer un référent en moustique et en définir ses attributions. Parce qu'effectivement, il est important qu'il y ait une personne au sein de l'établissement qui puisse faire le lien avec tous les services qui vont être amenés à travailler ensemble. Une fois qu'on a nommé ce monsieur moustique, il va falloir avoir un programme
de surveillance pour, au sein de l'établissement, surveiller et identifier les gîtes larvaires et puis essayer de prioriser les sites sensibles, de mettre en place possiblement des signalements de présence de moustiques par les soignants ou par les visiteurs pour permettre d'alerter justement les services concernés de la lutte antivectorielle, mais interne, au sein de l'établissement. Et puis donc, en dehors de ce programme de surveillance, il va falloir mettre en place des mesures pour protéger les usagers et les personnels contre les piqûres de moustiques. Une fois qu'on a essayé au maximum de les éviter, il faut quand même pouvoir mettre en place des protections et puis un plan d'information et de formation pour les personnels et techniques et les professionnels de l'établissement. Donc, le plan de protection des personnes, il va devoir définir déjà une identification des circuits. Il est important que quand des patients virémiques vont se présenter, possiblement virémiques, vont se présenter, bien sûr qu'on ne connaît pas le diagnostic d'arbovirose, hein, mais dès qu'on a la suspicion, notamment pour des gens qui ont voyagé, qui arrivent avec de la fièvre, des arthralgies, tous les signes cliniques qu'on a évoqués, de pouvoir très vite identifier l'endroit où ces patients virémiques vont être hospitalisés et du coup d'organiser la protection des locaux avec notamment pour les chambres qui auront été identifiées comme pour les patients potentiellement en charge des patients virémiques. De façon générale, limiter l'accessibilité aux moustiques dans l'établissement. Des protections physiques seront toujours privilégiées aux protections chimiques. Elles seront complémentaires, ces protections chimiques. Mais donc, dans la mesure du possible, pouvoir avoir des moustiquaires aux fenêtres, le recours à la climatisation. Sachez que dans les étages, passé le 3e étage, on est protégé des moustiques. Donc, ça peut être aussi des endroits où on peut faire hospitaliser des patients virémiques. Voilà. Et puis, donc, en complément, quand même prévoir d'avoir au niveau de l'établissement des diffuseurs et des répulsifs cutanés qui seront à disposition, notamment en cas d'hospitalisation de patients virémiques. Voilà. Et donc, des chambres équipées avec des aménagements spécifiques pour les suspicions d'arbovirose. Alors, moi, ça arrive qu'on me questionne sur l'intérêt des... Quand on parle de moustiquaires, on parle bien de moustiquaires aux fenêtres et pas de moustiquaires au lit, hein, parce que très clairement, ce n'est pas compatible avec... les mesures d'hygiène et la prise en charge d'un patient, hein, mais pas de moustiquaires au-dessus des lits pour protéger les patients virémiques. Hein, c'est vraiment sur les fenêtres. Voilà, donc il est essentiel hein, d'identifier au sein de l'établissement, pour vos établissements, vous devez être en mesure d'avoir réfléchi pour savoir où est-ce que potentiellement on va prendre en charge ce patient, avoir prévenu dès l'accueil, des consultations, des hospitalisations qui vont se faire plutôt en maladie infectieuse. Quand il n'y a pas de maladie infectieuse, c'est souvent la médecine interne qui est concernée. Et puis, voilà, avoir travaillé le circuit du diagnostic avec le laboratoire pour, et si on envoie les patients au laboratoire, s'ils sont prélevés au laboratoire, il faut aussi qu'il y ait des protections sur place. Donc, information et formation du personnel. Donc, il y a 3 niveaux de formation. D'abord, l'information générale pour tous, puisque finalement, ces moustiques, il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est l'affaire de tous, mais les moustiques aussi. Donc, c'est important qu'on puisse signaler et qu'on puisse voilà, faire remonter et être sensibilisé à cette problématique, à cette transmission. Au-delà de la nuisance du moustique, cette transmission possible d'arbovirose. Des formations, bien sûr, ciblées plus spécifiquement sur les services d'urgence, maladies infectieuses ou médecine interne. Et puis ensuite, des formations spécifiques, par contre, pour les agents techniques, agents techniques et espaces verts, pour sensibiliser et qu'ils soient eux-mêmes formés à la détection et à la surveillance des gîtes larvaires. Donc, tout ça est important à mettre en œuvre. Et donc, c'est toutes ces organisations-là, finalement, qui sont confiées et coordonnées par le monsieur moustique désigné de l'établissement, qui ne fera pas tout seul, mais au contraire, qui devra être juste le chef d'orchestre un petit peu de tout ce qui peut être décidé et surtout qui sera le point de liaison éventuellement avec l'ARS et puis les organismes de démoustication si jamais il y avait une situation de transmission autochtone au sein de l'établissement. Donc, information du public, il existe dans le guide, vous trouvez les liens vers les différentes brochures qui existent.
information, pardon, hop, voilà, pour les formations des professionnels, bien sûr, aussi à faire. Donc, on en arrive à la partie protection du patient virémique. Je vous ai dit sur le deuxième volet, je ne détaillerai pas le diagnostic et le signalement, que ça a déjà été fait. Donc, protection du patient virémique, ben, déjà, à minima, avoir une chambre individuelle. Hein. Il est évident qu'on ne peut pas envisager d'avoir une chambre double pour un patient atteint virémique. Et donc, il n'y a pas de précaution au-delà des précautions standards. Hein. Par contre, effectivement, on va éviter que ce patient soit exposé et piqué par des moustiques qui pourraient ensuite partir sur d'autres chambres, voire sur l'extérieur. Donc, des diffuseurs électriques pour les prises, hein, pour éviter tout moustique. Si on l'a dit, hein, si on a une chambre avec moustiquaire, c'est encore mieux. S'il y a de la climatisation, on n'ouvre pas. Et puis, du répulsif cutané, notamment si le patient devrait être amené à se déplacer de façon exceptionnelle. On va essayer de le maintenir en chambre, mais bon, voilà. Pour que là encore, il ne soit pas piqué, il ne contamine pas donc un moustique, comme on l'a bien expliqué auparavant. Donc, sur le guide, vous avez aussi les outils utiles. Donc là, je vous ai remis le lien vers tout ce qui est information et formulaire de signalement sur le site de l'ARS Occitanie. Tous les documents utiles pour informer et former les patients et les visiteurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles avec aussi des vidéos. Dans les vidéos, le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine nous a proposé une vidéo, il y a une vidéo complète et puis deux autres qui sont séparées sur la thématique, la première sur la thématique de l'épidémiologie, la problématique de l'épidémiologie du moustique tigre, pardon, et la deuxième plus sur les essentiels de la prévention en établissement de santé. Mais voilà, après vous avez une vidéo complète qui, je ne sais plus, j'ai plus mais c'est court. Hein. Vraiment, c'est 3 minutes. Je pense que la vidéo complète, elle fait moins de 4 minutes. Hein. Donc, ça peut être utile pour vous, pour sensibiliser au sein de votre établissement. Voilà. Et donc, là encore, les textes réglementaires hein, et les alertes qui ont été, sur lesquels vous pouvez vous reporter aussi. Mais tout est résumé, vous l'aurez compris, dans le guide que l'on a vu. Et donc, je vous incite à aller télécharger, si vous ne l'avez pas déjà, ce guide pour pouvoir vous organiser au sein de l'établissement. Alors, je vais arrêter le partage. Je le reprendrai après parce qu'on a fait un petit quiz. Je vais essayer de donner la parole. Je vais ouvrir le micro. Hop. Voilà, normalement, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Normalement, on doit vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Super, oui, très bien. Super. Alors, je vous remercie parce que c'est très détaillé, toutes ces informations que vous nous donnez. J'avais 2 questions. La troisième, vous y avez répondu. Est-ce que les centres 15 ont d'ores et déjà un protocole avec un système de référents dans les services de maladies infectieuses? Voilà, est-ce qu'ils vont tomber des nues si on les appelle ou ils ont déjà quelque chose de construit? Alors, je ne peux pas moi personnellement y répondre. Je ne sais pas s'il y a une cote pour l'ARS ou peut-être même un BS, hein, mais est-ce qu'il y a eu des sensibilisations qui ont été faites vis-à-vis des SAMU pour En tous les cas, au niveau des SMIT, clairement, on travaille en étroite collaboration avec eux, donc tout ça est mis en place. Et les SAMU, au même titre que tous les autres professionnels de santé, mais je te laisse, Aline, Oui, rajouter les choses. pour compléter, alors il y a peut-être des sensibilisations à accentuer, hein, mais normalement, bon, en début de saison, il y a une sensibilisation large des professionnels, donc a priori, ça inclut effectivement tout ce qui est établissement hospitalier, ville, labo. Et autour de chaque situation particulière, quand on a des foyers
par exemple, de chic autochtone ou de dingue, on a effectivement dans notre plan d'action cette sensibilisation autour des cas. Par des professionnels de santé, je veux dire. Normalement, par différents biais, ils devraient être informés. Après, c'est vrai que c'est un sujet, la communication et la sensibilisation vers les professionnels de santé, on l'a déjà remarqué parce que, parfois, nos messages n'atteignent pas leur cible. Donc il y a peut-être aussi, des nouveaux moyens ou médias à utiliser. Oui, tout à fait. Voilà. Je pensais surtout par cette question à la prise en charge des formes graves et les transferts et l'accès au transport spécialisé. Et on a pu avoir des difficultés avec le SAMU parfois pour oui, pour Pour les je mesures de protection, vous voulez dire, à mettre en place autour des personnes, transportées? Oui, 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 et puis de pouvoir trouver une ambulance. Enfin, est-ce qu'il faut une ambulance spécialisée dans le risque infectieux? Enfin voilà, c'est des choses. Moi, je ne sais même pas si ça existe parce que pendant le Covid, on a été confronté à des choses comme ça. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est prévu, un dispositif par rapport au transport? Voilà. Peut-être, si je peux me Amandine, permettre, là, le oui. risque est pas du tout le même parce que, en fait, il va pas y avoir de transmission directe de personne à personne. Enfin, il n'y a pas du tout de Ça. risque à être à côté d'une personne qui a le chikungunya ou la dengue. La transmission, elle se fait par l'intermédiaire d'un moustique qui pique et ensuite il lui faut une semaine pour être en capacité de retransmettre le virus lors d'une autre piqûre à une autre personne. Donc, on n'est pas sur le même type de problématique. Je ne pense pas qu'il y ait une problématique transport de personnes pour des personnes infectées par un arbovirus. Ok, merci. Ça, c'était la première question. Et je voulais savoir s'il y avait différents niveaux d'alerte en dehors de la surveillance renforcée, voilà, la période de surveillance renforcée et la période de surveillance de base. Euh, en fonction du nombre d'épisodes, est-ce qu'il y a des niveaux d'alerte différents, du genre comme Vigipirate, Vigie-Moustique ou je ne sais pas? Pas encore, je pense, mais peut-être Aline, tu peux répondre. Oui, enfin, je laisserai les collègues compléter, mais là, c'est plus, j'ai envie de dire, il y a 2 choses, différentes. Il y a les différents niveaux d'alerte qu'on a dans le système de veille sanitaire en France, mais quelle que soit la pathologie, avec, ce qu'on peut gérer au quotidien et d'autres leviers qu'on active au cas où la situation ne soit plus contrôlable. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la veille sanitaire, on va activer ce qu'on appelle une, une plateforme de veille sanitaire renforcée. Et si jamais on ne peut pas gérer tout seul en interne, on va activer une cellule de crise, ce qui a été le cas pendant le Covid, par exemple. Pour les arboviroses, on peut imaginer effectivement des collaborations au niveau préfectoral avec tout ce qui est plan Orsec, etc., sur la lutte antivectorielle. Enfin, c'est en fait un déséquilibre des capacités, de la situation sanitaire versus les moyens et les ressources qui sont disponibles pour lutter sur cette situation. Mais effectivement, pour tout ce qui est arbovirose, et il y aura le côté sanitaire et le côté environnement qui joueront. Donc, les différents acteurs impliqués devront se mettre d'accord. Et effectivement, il y a des plans qui se développent. Je sais que ça se fait en région Occitanie, sur certains départements. Ils sont en train de travailler là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y aura des alertes descendantes si jamais localement on était touché par ce genre de débordement. Ok, merci beaucoup. Tout à fait, et d'autant plus que, donc, en tant que professionnel de santé, vous recevez, c'est suivant la thématique, c'est pas envoyé à tous les professionnels, mais régulièrement vous êtes destinataire effectivement des DGS urgents du niveau national. Là récemment, par exemple, alors parfois ils envoient France entière, parfois ils sectorisent suivant les régions les plus touchées. Là, depuis sur la dernière semaine, je crois qu'ils ont envoyé coup sur coup 2 DGS urgents pour alerter sur la situation des arboviroses en Nouvelle-Aquitaine et en PACA.
Et possiblement, ça va arriver chez nous. Mais voilà, on est vigilant là-dessus, on essaye de voir ce qu'il est possible de faire. Très bien. Il y avait une question sur le chat, je pense que j'y ai répondu, c'était avant mon intervention. Hein. Quelles mesures prendre autour d'un cas importé, hospitalisé, dans une zone hors circulation de moustiques tigres? Donc, possiblement, s'il n'y a pas du tout de moustiques tigres, on est tranquille, mais malheureusement, en général, on n'est jamais sûr qu'il n'y en ait pas du tout. Faut-il le placer en chambre seule, des répulsifs? Oui, voilà, c'est justement pour le cas où un moustique tigre, on n'est jamais sûr d'être complètement. Voilà, donc ces mesures-là doivent être. Si vous avez une chambre seule avec une moustiquaire et qu'il n'y a pas de moustique dans la chambre, il n'y aura pas de, hein, il n'y a pas de transmission directe en la mienne. Isabelle, est-ce que Isabelle, tu es arrivée avec nous? Toujours pas. Alors, je vais peut-être vous proposer, en attendant que les questions arrivent, un petit WooClap. On avait prévu quelques questions sur le WooClap. Je vais repartager mon écran, passer sur le WooClap. Si vous pouvez prendre vos téléphones et pouvoir répondre à quelques petites questions qu'on vous a posées. Le but étant de voir un petit peu qu'est-ce qui est mis en place et quelles sont l'organisation. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Donc, vous avez deux solutions. Ou vous avez un smartphone et vous pouvez scanner le QR code qui s'applique. Sinon, vous ouvrez un nouvel onglet sur votre ordinateur. Vous allez sur WooClap et puis vous tapez le code de l'événement qui est caché pour moi parce que j'ai la fenêtre, voilà, je vais y arriver. QAAJPQ, hein, voilà, j'aurais pu la changer, mais je ne l'ai pas fait. Vous tapez ce code d'événement et du coup, vous aurez accès à. Voilà, donc je vous incite à vous connecter pour pouvoir répondre aux quelques questions que l'on va vous poser. Vous êtes 27 pour l'instant sur les 50 à présent, ce webinaire à vous être. On attend encore un petit peu. Hein, je vous laisse. Pardon, si je vous mets ça sur le QR code, ça ne va pas aller, parce que par définition, vous voyez la même chose que moi. Je vais le fermer comme ça. Voilà, pardon. Donc voilà, je vous laisse 31, quelques enregistrements et puis on pourra passer aux questions qui concernent l'organisation justement dans vos établissements. C'est bon pour vous? Les autres ne souhaitent pas répondre. Je vais 33, 34. Allez, encore un petit peu. Quelques personnes complémentaires. Sinon, je vous incite à aller sur wooclap.com et à taper le code d'événement QAAJPQ et vous pourrez rejoindre la communauté pour répondre. Donc, la première question, c'est est-ce que vous exercez en établissement de santé, deux en ESMS, c'est-à-dire EHPAD ou FAMAS ou autre, et donc, sur d'autres structures, on vous laisse répondre. C'est pour voir un petit peu le profil des personnes qui sont avec nous. Donc, on a majoritairement des personnes qui exercent en établissement de santé. Sur les ESMS, c'est peut-être quelques EMH qui sont avec nous. 5 personnes et puis autre, une personne. Donc, globalement, plutôt en établissement de santé. Donc, on a nos 33 réponses. C'est parfait, merci. Ensuite, est-ce que vous connaissez le référent, le monsieur Moustique de votre établissement? Donc, ceux qui sont en établissement. Alors, c'est vrai que c'est plutôt sur les établissements de santé. Hein, pour le médico-social, vous ne pouvez peut-être pas trop répondre. Donc, elle va correspondre plutôt aux 27 qui ont répondu qui travaillaient en établissement de santé. Bon, on a 40-60, hein, donc il y a quand même 40%, 14 personnes qui connaissent leur référent identivectoriel. C'est déjà bien, mais quand même une majorité qui ne le connaissent pas. Donc, après ce webinaire, on vous incitera effectivement à pouvoir vous renseigner et savoir s'il n'a pas été du tout désigné, mais de pouvoir voir avec c'est le directeur hein, qui a la responsabilité, qui se doit. Je crois que l'ARS Occitanie a relancé l'établissement pour rappeler l'importance de cette lutte antivectorielle et de l'organisation à mettre en œuvre dans l'établissement, notamment la nomination du référent.
Donc, si pour ceux qui ont répondu oui, du coup, est-ce que vous pouvez préciser, donc là c'est un nuage de mots, vous pouvez écrire, donc soit si c'est un ingénieur, un hygiéniste, un qualiticien, voilà. Donc, en fonction du nombre de réponses non connues. OK. Donc, plutôt pour ceux qui savent hein, qui il est, ceux qui ne peuvent pas répondre, c'est sûr que. Donc, globalement, après, on a un petit biais de sélection hein, parce que notre webinaire, il est diffusé via le CEPIAS, donc via les hygiénistes. Donc, on voit une majorité d'hygiénistes, mais bon, responsable technique, service technique, voilà, il y a technicien. Donc, il y a quand même des choses qui pourraient être remis. Il y a un infectiologue, il y a un directeur, un médecin, infirmière hygiéniste, donc ça rejoint un pharmacien hygiéniste, ça rejoint le hygiéniste. Inexistant dans notre IME, c'est vrai que voilà, la lutte antivectorielle peut être importante aussi hein, dans les établissements médico-sociaux, pardon, mais ce n'est pas encore nécessairement le cas. Normalement, c'est voilà, la priorité des priorités, c'est tous les établissements qui en plus ont des services d'urgence. Isabelle, si elle arrive à nous rejoindre, nous en parlera, d'accord? Donc, bon, le nom connu, mais c'est sûr que si vous ne connaissez pas, on ne peut pas le dire. Hein. Mais globalement, du coup, on a technique, soit responsable technique, soit hygiéniste qui se retrouvent majoritairement avec un même médecin infectiologue de cas et puis un directeur. Merci. Alors, si vous exercez un établissement de santé d'Occitanie, avez-vous eu connaissance? Avez-vous eu connaissance de quoi? Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc moi, j'ai plus la question. Ça, c'est pas mal. Si je peux le voir, à titre en plein écran, avez-vous eu connaissance du diagnostic entomologique et de l'atlas de votre établissement? Oui, puisque on n'a pas eu l'intervention d'Isabelle qui elle va faire juste après. Mais donc, en Occitanie, normalement, tous les établissements ayant un service d'urgence ont reçu la visite d'un organisme qui a fait un diagnostic entomologique et un atlas. Et donc, normalement, vous devriez l'avoir et le connaître au niveau de vos établissements. Bon, là, on voit que majorité, vos réponses sont éloquentes et par trois qui, effectivement, ont connaissance de ce diagnostic. C'est peut-être eux qui sont les référents moustiques, hein, on peut espérer. Mais s'il y a des référents moustiques qui n'ont pas connaissance, alors après, voilà, Isabelle prendra la parole après. Je pense que ça a été fait seulement pour les établissements qui ont un service d'urgence. Donc, peut-être parmi vous, il y a des hygiénistes des référents moustiques, des établissements qui ne sont pas avec service d'urgence. Mais bon, voilà, très clairement, c'est ce qu'on a vu un peu déjà hein, lors de notre premier webinaire. Voilà, il y a des progrès à faire justement sur cette organisation interne aux établissements, d'où la relance faite par l'ARS Occitanie récemment auprès des directions. Voilà, merci. Ensuite, alors, hop, je vais là. À votre connaissance, dans votre établissement, durant la période de surveillance du 1er mai au 30 novembre, donc cette fenêtre particulièrement active de circulation, est-ce qu'il est mis en place une surveillance avec mise en place de pièges pondoirs pour essayer de voir si effectivement vous avez en dehors on vous dit il y a des moustiques ou il n'y a pas de moustiques, est-ce que vous avez cette notion de fait qu'on puisse, quelqu'un s'intéresse à voir si il y a particulièrement dans vos espaces verts ou à proximité de vos bâtiments des moustiques. Majoritairement, soit non, soit ne sait pas. Donc, on voit que là aussi, peut-être qu'on espère que suite à ce webinaire, il y aura un petit peu plus de questionnement. Il faudrait une espèce de. Voilà, il y a un référent moustique, mais il faudrait un petit peu aussi de réunions régulières tout au long de la saison pour essayer de voir ce qu'il en est, qui passe, voilà, qui met des pièges éventuellement pour regarder. Et, voilà. Parce que à peu près 30 réponses et globalement pour voir que ce n'est pas fait. Et donc là encore, à votre connaissance, est-ce qu'il est mis en place une élimination des gîtes larvaires? Donc la question d'avant, c'était est-ce qu'on regarde s'il y a
les larves. Enfin, dans les pièges, on retrouve des larves. Et là, l'élimination, par contre, une fois qu'on les a identifiés, l'élimination des gîtes larvaires. Encore un, plutôt du nom, on ne sait pas. Alors peut-être que l'on ne sait pas même. Mais voilà, on peut dire qu'il y a pas beaucoup d'établissements sur lesquels la personne qui est présente à notre webinaire est au courant. Ça ne veut pas dire non plus. Ça veut dire que notre webinaire n'est pas inutile, mais voilà, que ça méritera en tout cas d'essayer de se renseigner, puisque bon voilà, notre public il est hygiéniste, mais effectivement la transmission intra-hospitalière d'un hôpital d'une maladie nervovirose, c'est une maladie nosocomiale si elle part d'un patient hygiéniste qui accède En cas d'hospitalisation d'un patient virémique, vous avez identifié le service d'hospitalisation avec une chambre équipée d'une protection physique, avec une fenêtre de climatisation ou un étage supérieur. Vous avez à disposition une protection chimique complémentaire. Vous savez, même si c'est pas, vous savez où on peut trouver et l'économie à acheter et stocker à un endroit donné. Si vous avez un patient virémique, vous savez, vous allez pouvoir le récupérer. Et sinon, vous n'êtes pas au courant. Donc, on voit que la protection chimique complémentaire, bon, c'est déjà un minimum, mais on a vu que c'était plutôt la protection physique qu'il fallait prioriser. Donc, mais bon, c'est pas la plus facile à mettre en œuvre non plus. Surtout quand on a identifié une chambre, est-ce qu'elle sera libre au moment où on va avoir, on ne peut pas non plus bloquer, bien sûr, une chambre où, donc ça peut se réfléchir d'avoir des moustiquaires dans le service de maladies infectieuses, au moins sur une partie des chambres. Voilà. Donc, on a effectivement plutôt des réponses positives sur la prise en charge du. En fait, voilà, j'en ressors, moi, c'est que globalement, en prévention de la lutte antivectorielle, il y a encore des choses à faire. Par contre, en cas d'hospitalisation, la réflexion par rapport à la prise en charge et à pouvoir protéger le patient virémique, elle existe plus. Perfectine, mais elle existe plus. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Je vais arrêter le partage. Merci d'avoir répondu. Est-ce que nous avons récupéré Isabelle? Estelle Mouchian, est-ce que tu es là? On m'avait dit 15 heures normalement, mais pour l'instant non. Nous avons donc une question. Est-ce que c'est une ancienne? Non? Oui, je suis là. Oui, très bien, allez-y. Ça ne voulait pas s'ouvrir. Ah d'accord, c'était une ancienne main. Ok, très bien. Ah bien, très bien. Nous avons Isabelle qui est là, donc on va te donner la parole tout de suite et tu vas pouvoir te présenter et je te laisse partager ton support. Très bien. Écoutez, je vous prie de m'excuser pour mon retard parce que j'étais à une réunion impromptue avec la DGS sur les difficultés d'intervention liées aux nombreux foyers qu'il y a dans tout le sud de la France. Donc, je vous remercie de m'excuser. Et là, je suis Isabelle Estelle Mouchian, j'interviens en tant qu'ingénieure à l'ARS, mes côtés plutôt prévention, santé, environnement. Et donc là, ce dont je vais vous parler, c'est les liens avec notre opérateur qui est intervenu chez vous et que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, puisqu'ils ont des liens avec vous, puisqu'on a des pièges qui sont installés. Donc je vais faire assez vite, mais pour vous dire un petit peu des choses qu'on a mis en place pour vous aider, et notamment avec les délégations départementales services santé environnement. Donc là, je partage la présentation. Voilà, et là, je vais mettre en diaporama. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est parfait, merci. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est rapidement dans le but antivectoriel. Quelle est la partie surveillance entomologique, puisque pour qu'il y ait transmission vectorielle, il faut qu'il y ait un vecteur, et le vecteur, très souvent, c'est un insecte ou un arthropode. Là, on va parler du moustique-tigre, vous en avez ici un joli petit dessin. Dans un établissement de santé, comment faire? Donc, vous avez déjà eu des présentations, je pense, dans le cadre du document que nous avions travaillé avec le CEPIAS
sur quoi faire dans un établissement, mais je vais vous le détailler un petit peu plus pour limiter notamment l'une des idées, c'est importante, c'est d'éviter la mise en place d'un foyer local qui démarrerait et qui se nourrirait dans un établissement de santé, puisqu'on héberge quand même des soignants et puis des personnes déjà malades. Et puis la gestion des gîtes à l'aide d'un diagnostic entomologique et d'un atlas qui a été réalisé et financé par l'ARS. Réalisé par l'opérateur et financé par l'ARS. Donc, comme je vous le disais, maladie vectorielle, vecteur, ici c'est le moustique rhide, ça peut être des virus ou des parasites, mais là c'est un virus. Et l'autre, ici, c'est l'humain et ça tourne entre humain, moustique, humain. Les moyens de lutte, donc on n'en a pas beaucoup. Contre le virus, en fait, on n'a pas réellement de médicaments. Et les vaccins efficaces, on n'en a pas non plus. Il y en a quelques-uns qui arrivent, mais ils sont pas d'une efficacité. On ne peut pas les utiliser, je dirais, comme ça, l'esprit tranquille et serein. Il y a encore des petits ajustements à faire. Donc, il n'y a plus qu'une solution la plus simple. Enfin, pas la plus simple, mais je dirais la plus évidente et celle sur laquelle on a vraiment la main avec le moins d'effets négatifs, au contraire, il y a des effets positifs, c'est la surveillance du vecteur et l'élimination de ce vecteur et notamment éviter la prolifération. Et donc, dans un établissement de santé, il va y avoir cette action-là à mener, mais aussi la mise en place je dirais, d'un protocole, parce que lorsqu'il y a un patient qui est passé chez vous et qui était en période de virémie, il va falloir diligenter un traitement pour éviter qu'un moustique ne se contamine et n'aille démarrer cette fameuse chaîne de transmission. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, hein, mon vecteur, mon virus, l'humain. Donc normalement, ça tourne comme ça. Évidemment, l'exposition, ça ne se fait pas dans les terres, ça se fait dans des milieux généralement urbains. Ça peut être en campagne, mais c'est beaucoup plus en milieu urbain. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de stopper côté vecteur, sa multiplication, et puis au niveau de la circulation chez les humains, de stopper cette circulation. Voilà. Donc j'ai quand même voulu garder, je vous montre quand même cette petite... Un moustique, on vous dit qu'il est petit, il est réellement très très petit. Hein, c'est un moustique très particulier, il est vraiment très petit. Il a un cycle donc dans l'eau, et c'est là-dessus qu'il est le plus fragile. C'est là où on peut agir. Après, quand il est adulte, c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'utiliser des biocides et il y a des effets secondaires qui peuvent être à la longue embêtants. Les gîtes, les endroits où il va se proliférer, vous voyez que c'est extrêmement varié, mais il y a quand même une constante là-dessus. Vous avez ça chez vous aussi, c'est la présence... Voilà, c'est que ce sont des gîtes anthropiques, c'est-à-dire des gîtes avec des bordures. Ce n'est pas des grandes étendues, ce n'est pas des mares, ce sont des étendues d'eau avec, je dirais, c'est très, très très anthropiques, voilà. Et ils se déplacent très peu, hein. Généralement, c'est 50 mètres, nous on prend 150 mètres parce que, voilà, pour essayer d'avoir une marge, 150 mètres à 300 mètres lorsqu'on a des cas autochtones, mais c'est globalement des gîtes de petits volumes et avec l'eau qui reste au moins 4 à 5 jours. C'est-à-dire que le cycle, pour qu'il se déroule en totalité entre l'œuf qui éclot et puis l'adulte qui sort, qui émerge, il faut compter autour de 4 jours, 3-4 jours. Donc il faut intervenir entre-temps pour vider et faire en sorte que les larves, du coup, ne puissent pas aller, je dirais, jusqu'à l'émergence de l'adulte. Donc pour se préparer, donc la première des choses, on a dû vous en parler, c'est de nommer un référent dans l'établissement de santé qui va être en charge, non pas de toutes les actions évidemment, puisque vous avez vu que ce sont des actions qui sont très différentes. Il y a des actions de prévention dans les milieux autour de l'établissement, hein, sur le territoire de l'établissement, puis il y a tout ce qui est en interne à l'établissement pour le bien-être des patients et la file active du parcours du patient. Donc j'ai vu que ça, c'était ce que disait Cécile, ça a été relativement bien pris en compte. Par contre, la partie gestion du parcours externe du patient, lorsqu'il arrive dans l'établissement et lorsqu'il repart, le risque de piqûre et donc de démarrage d'un foyer sur le territoire ou en proximité immédiate du bâtiment hospitalier, il est lié à la gestion justement de ces gîtes. Donc il est important de gérer la présence des gîtes et du vecteur aux abords de l'établissement. Comment on peut faire? Eh bien, tous les établissements qui ont des services d'urgence
ont été bénéficiaires en 2 années, donc en 2022 et 2023. Il y a eu un diagnostic entomologique sur chacun des établissements de santé, dans les 84, et puis un atlas des gîtes larvaires. De quoi il s'agit? C'est ça. Ce sont des documents qui ont été réalisés sur la base d'une étude de terrain. Ils sont venus chez vous, qui ont détecté la présence de moustiques, mais éventuellement aussi de gîtes qui pouvaient être vides, et qui ont évalué le niveau de risque. Vous avez donc un document qui va vous permettre de surveiller, limiter et lutter en réduisant les populations vecteurs. Comment ça se passe? Donc voilà, vous avez la liste de tous les établissements. On a, donc ça c'est sur un logiciel que l'on a qui s'appelle SILAB. Et donc vous voyez que niveau de risque fort, on a la majorité de nos établissements qui sont en milieu de risque fort. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de gîtes. Ça veut dire qu'ils ont des gîtes qui ne sont pas gérés, ou mal gérés, ou difficiles à gérer. Mais comme vous le voyez, il y a du travail à faire pour sécuriser les établissements. Donc la façon, là j'ai pris un exemple donc c'est l'établissement hospitalier de Millau. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un document, vous avez donc 2 documents, le diagnostic et puis l'atlas. Ça c'est le diagnostic, donc qui décrit la zone où se trouve l'établissement de santé, qui regarde un petit peu où se trouvent les services des urgences, parce que les personnes elles vont venir plutôt au service urgence d'abord, éventuellement s'il y a un SMIT, le SMIT où il est-ce qu'il y a des chambres dédiées, etc. Enfin bon, essayer de voir un petit peu le parcours de soins, comment il est réalisé, et s'il y a des zones, la zone proche de l'établissement est ou non favorable à la vie des moustiques. Vie, c'est-à-dire émergence des adultes, vie des larves, et puis après, il faut savoir qu'un moustique tigre vit à peu près 1 mois. Donc après, ce moustique, il va falloir qu'il ait des endroits qu'on appelle des endroits de repos. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits de repos qui vont favoriser, effectivement, qu'il va rester sur votre établissement et piquer les personnes qui passent. Et donc, avec un risque plus important de transmission. Donc, dans ce diagnostic, vous avez donc des actions à mener qui sont proposées, 1, 2, 3, 4, avec les périodes plutôt plus favorables pour vous de les mettre en place, avec une mise en perspective des gîtes de votre établissement. C'est pas général, c'est pour votre établissement. Est-ce que j'ai surtout un problème au niveau des eaux pluviales? Ici, c'est vraiment un gros problème au niveau des eaux pluviales. Il y a les problèmes télécom, et voilà. Donc après, voilà, il regarde et il vous donne, voilà, un petit peu, voilà, le risque et les actions qui pourraient être menées. Et ensuite, vous avez l'atlas. L'atlas, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui répertorie chacun des gîtes chez vous, qui le situe dans votre établissement, ici c'est ça, et qui ensuite, si c'est bleu ici, c'est que c'est un gîte qui est favorable à Aedes albopictus, mais le jour de la visite, il n'était pas en eau. Par contre, il peut être en eau. Et vous retrouvez ici les possibilités de lutte qui sont nommées par des lettres qui donnent, voilà, des fiches. Et donc sur les fiches, vous avez donc en A, ici, ça va être supprimer les éventuels déchets parce qu'il y avait des déchets, et donc les ranger, les nettoyer. Installation d'un substrat drainant au fond d'un gîte, c'est-à-dire ça peut être un vieux pot de fleuve qui est en béton et qui a de l'eau régulièrement, vous y mettez du sable, les larves ne vont pas pouvoir grossir. Voilà. Vous avez ça selon les gîtes. Pour chacun des gîtes qui est répertorié, vous avez la carte d'avant et puis cette fiche-là qui vous indique quelles sont les actions que vous pouvez mettre, des actions pérennes ou non pérennes. Actions mécaniques, actions chimiques. Voilà, vous avez un petit peu, c'est décrit pour chacun des sites. Et puis là, je vous décris très rapidement comment ça se passe une intervention, parce qu'effectivement, s'il y a un patient virémique qui passe chez vous, il va y avoir un traitement. Ce traitement, il se passe moins de 5 jours après le signalement. Il y a une prospection entomologique donc, pour vérifier qu'il y a bien la présence du vecteur. S'il est vérifié que le vecteur est présent, soit des larves, soit des adultes. Il y a une information, il faut informer le personnel parce qu'effectivement, dans vos établissements de soins, évidemment, il y a du monde, des soignants qui circulent la journée, mais aussi la nuit dans l'établissement. Donc, il faut faire en sorte que le traitement puisse se passer, que les personnels sachent, se protègent et ne soient pas dehors au moment où il y a le traitement. Et puis, donc, préparer les actions, choix des outils de lutte, le véhicule pédestre ou pas, savoir par
quel point rentrer pour que ce soit fait le plus rapidement possible, le moins gênant pour votre activité. Et en général, ça se passe entre 23h et 6h du matin. Le produit utilisé, le produit actif, c'est de la deltamétrine. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. J'espère que j'ai été compréhensible malgré tout, mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Oui, tout le monde a été super. On en a super bien respecté nos temps de parole. Merci beaucoup. Isabelle, tu as dû dropper entre deux. Enfin voilà, c'est jamais un exercice très facile. Du coup, on a inversé un petit peu. Du coup, j'ai posé le book-clap juste avant ton intervention. Donc, il y avait quelques questions qui auraient pu. Voilà. Mais enfin, je pense qu'on aura les résultats et ça vous sera transmis. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On avait sur le chat juste la désignation du référent moustique est-elle attendue en ESMS? C'est aussi une question qu'on avait eue lors de du premier webinaire. Enfin, voilà, la demande, je crois qu'elle est faite surtout sur les établissements sanitaires. Après, il n'est jamais inutile. On n'est pas à l'abri que les ESMS. Je ne sais pas si Isabelle ou est-ce que c'est toi qui veux répondre à cette question? Oui, je veux bien répondre. Les référents, effectivement, sont demandés dans les établissements de santé, mais dans un ESMS, ça peut être intéressant pour vous qu'il y ait une personne qui soit un point d'entrée et qui soit connue de l'ARS. Comme ça, pour nous, c'est plus facile de vous aider si éventuellement vous avez un souci, si vous avez des questions. Et si nous, on veut vous informer parce que, par exemple, vous êtes dans un rayon d'un foyer, ce sera plus facile pour nous d'informer la personne plutôt que d'envoyer. Vous savez, nos référents, ce sont des référents surtout médicaux ou administratifs et qui, du coup, vont peut-être pas avoir la réactivité qu'il faudrait. Donc, si vous avez un référent qui se sent intéressé et qui se dit, moi, je peux intervenir là-dessus, je pense que je peux faire quelque chose, il peut y avoir des capacités, on a des capacités de formation dans chaque département, hein, au moins de sensibilisation sur les points principaux. Là, je suis passée très vite, mais le repérage des gîtes, comment les gérer, on peut aller un peu plus profond et ça peut se faire, y compris sur les ESMS. Par contre, il n'y aura pas dans les ESMS diagnostic et ATAS. Ça va se faire, mais par contre, on peut vous aider à vous former pour pouvoir le faire vous-même. Alors, on a une autre question. Je pense que vous avez toujours le micro ouvert. Qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur Delaunay? Là, vous me demandez patient virémique, chambre protégée, H2. Ça veut dire quoi? Si on est au deuxième étage? Non, pardon, le message est parti trop vite. En fait, quand un patient est virémique, donc on le met en chambre protégée, avec les moustiquaires, la bulle et tout ça, il ne doit pas sortir. Non, mais si vraiment il devait sortir parce qu'il faut l'amener au bloc ou à ce moment-là, on utilisera des répulsifs cutanés, comme je vous le disais, pour pouvoir faire en sorte qu'il ne soit pas piqué. D'accord. Ce qu'on craint, en fait, c'est qu'il contamine un moustique, qui lui-même ne sera contaminé qu'une semaine après parce qu'il développera le virus au sein de son... voilà. Il y aura un cycle à l'intérieur du moustique. Donc, en fait, il peut sortir, enfin voilà, il faut éviter, mais en fait, s'il faut lui faire un scanner, on peut avoir double problème. On ne fera peut-être pas un scanner pour son arbovirose, mais s'il avait un autre problème de santé, voilà. S'il doit sortir fumé, notamment, parce que fumer à l'intérieur, ça ne doit pas être prévu non plus dans le protocole. Non plus. Non. Voilà. OK. Et donc, il doit y rester pendant combien de jours au total? 7? Il va 7 jours après, c'est 2 jours avant et 7 jours après. Donc, effectivement, c'est 7 jours à partir du début des signes. Peut-être pas au moment de son hospitalisation. Pas à partir du diagnostic, hein, mais sur le début des signes. Enfin, début des signes. OK, merci. Je parle sous votre contrôle. Oui, c'est ça. 2 jours avant. Bon, là, on ne peut pas le savoir, mais c'est 7 jours après le début des signes. Absolument pas le diagnostic, on est d'accord. Voilà, après, si effectivement il n'y a pas de moustique ou on le protège bien pour pas qu'il soit piqué et il a un répulsif et c'est un gros fumeur et sinon il va tout casser, peut-être que oui, c'est pas obligé de lui demander de bien mettre son anti-moustique avant de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'avais pas d'autres questions, je ne vois pas, je regarde sur la question-réponse parce qu'il y a toujours deux possibilités. Sinon, vous pouvez lever la main si vous avez une question un petit peu plus
Ah oui, il y a quelques questions. Si un référent SMS, qui peut-il contacter auprès de l'ARS? Donc ça, c'est une MH, Claudette Sommet, qui est sur le Gers. Du coup, Isabelle, si un référent veut contacter l'ARS, c'est auprès de la direction. Délégation départementale, voilà, c'est la délégation départementale du Gers, service santé environnement. C'est pareil pour tous les départements. Au niveau local, ce sera la délégation départementale dans le service santé environnement. Contactez, vous dites que voilà, vous êtes intéressé et éventuellement, si vous êtes intéressé pour une formation, vous le signalez. Et à la délégation départementale, on a un programme avec des acteurs, des associations que nous avons nous-mêmes formés pour qu'ils puissent vous faire des animations, des présentations à tout le personnel éventuellement de votre établissement sur comment faire attention, comment repérer un gîte, comment le nettoyer, etc. Et expliquer un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué là aujourd'hui. Ça peut se faire de façon un petit peu ludique, mais qui permet de sensibiliser. Donc, c'est vraiment la délégation départementale de votre département, service santé-environnement. Très bien. Autre question. À qui est adressé le diagnostic entomologique et l'atlas dans un établissement? C'est Magali. Alors, il a été adressé aux adresses qu'on avait. Donc, ce sont des adresses soignants ou directeurs. Du coup, ça s'est sans doute perdu. C'est pour ça qu'on voudrait bien savoir s'il y a des OOH ou des personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont intéressées. Je sais que vous avez des carnets qui sont très, très, très importants, mais c'est vrai que pour nous, le point d'entrée, voilà, on aurait besoin d'un point d'entrée arbovirose qui après ne fait pas tout seul. Mais du coup, donc là, si vous n'avez pas reçu, si dans votre établissement, vous n'avez pas connaissance de ce document-là, pour Narbonne, je suis certaine qu'il a été réalisé. À ce moment-là, vous écrivez, donc si vous pouvez me mettre en copie, vous écrivez à la délégation départementale, donc service santé environnement. Si vous n'avez pas d'interlocuteur que vous connaissez, vous me l'envoyez, moi je le lui transmettrai et on vous l'enverra à vous. Et puis après, à vous de voir avec les personnes concernées dans votre établissement qui gèrent les abords de l'établissement pour qu'elles puissent mettre en œuvre les actions à mener. Et je ferai pareil pour tous les établissements. Si vous n'avez pas, vous savez pas, vous voulez récupérer le diagnostic entomologique et vous ne savez pas, vous me l'envoyez. Moi, je ferai suivre à la délégation départementale, à la personne ad hoc, si vous, par hasard, vous ne connaissez personne de ce service. Ouais. Très bien. Okay, donc, éventuellement, tu risques d'avoir un mail de l'OH de Narbonne. Voilà. Pas de problème. Je ferai suivre. En tout cas, c'était le but aussi de ce webinaire, puisque c'est vrai que l'ARS Occitanie était bien impliquée, enfin voilà, et pour cause, puisqu'on est quand même bien concerné en termes de région. Dans cette lutte, il y a quand même des moyens qui ont été donnés pour faire tous ces diagnostics, donc c'est quand même un peu dommage qu'ils soient éventuellement perdus quelque part, et la volonté, c'est d'avoir un relais. Alors, il y a pas mal de... Voilà, Catherine Foucault nous dit que le diagnostic leur a été donné. Est-il possible de nous redonner votre adresse mail pour le diagnostic entomo? Alors là, je crois que... je ne sais pas si tu veux le taper, Isabelle, dans le... Je suis en train de le taper, ouais. Dans le chat, comme ça, tout le monde l'aura. Voilà. Des compliments, merci, c'était très bien, très complet, merci beaucoup à vous. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est enregistré, donc si jamais vous voulez faire revoir ce webinaire aussi au sein de votre établissement, il ne faudra pas hésiter. Et je sais qu'une relance, je ne sais pas si Isabelle, tu en sais un peu plus, ou Aline, je crois qu'un courrier est parti aux établissements, Madame Chaumin en a parlé l'autre jour à la RRSS pour sensibiliser les directions, enfin je pense que c'est au directeur, aux établissements, on m'a dit, donc je ne sais pas si c'est un courrier qui peut partir au directeur pour justement sensibiliser les établissements à nouveau sur cette lutte antivectorielle. N'hésitez pas à télécharger le guide aussi sur le site. Voilà, et puis après, vous nous connaissez, vous pouvez nous appeler au CEPIAS ou à l'Agence régionale de santé. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a... Si j'oublie quelqu'un, levez la main très vite, je vous donne la parole. Si on n'a pas répondu à une des questions. Il y avait des questions sur le BALU, ça a été
répondu sur le chat. Hein, vous avez vu, là, le problème, c'est qu'on n'a pas le vecteur sur place. Donc, c'est plutôt d'avoir fait voyager le vecteur dans son avion, dans un avion ou dans une valise. On a des vecteurs, on a des anophèles en France, mais a priori, ils ne sont pas très compétents pour transmettre les parasites qui sont importés. Mais il y a quand même des anophèles en France, mais le risque est quand même considéré comme extrêmement limité. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup et on va pouvoir mettre fin à ce webinaire et ravi s'il vous a été utile. On a eu une 50aine de personnes. Je pense qu'on aura des replays aussi en ligne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi. Voilà.